Bonjour à tous, bienvenue à notre Tools in Action consacré aujourd'hui au Bluetooth Low Energy. Donc je pense que vous avez tous entendu parler de Bluetooth, et vous avez donc sûrement une vague idée au moins de ce qu'est le Bluetooth Low Energy, qu'on appelle aussi BLE ou Bluetooth 4.0. Qui l'a déjà utilisé pour du développement mobile? Ok, donc quelques-uns quand même. Donc c'est un protocole qui s'est démocratisé en 2010, donc suite à la sortie de la spécification, et surtout depuis l'adoption par la plupart des smartphones et les deux principaux OS, donc iOS depuis la version 5 et Android depuis la version 4.3. Pourtant, c'est un protocole qui véhicule pas mal d'idées reçues et qui est mal connu, surtout à cause de son nom, qui laisse penser que c'est une évolution du Bluetooth, alors qu'en fait c'est un protocole qui est complètement différent, comme vous allez le voir aujourd'hui. Donc ce qu'on va essayer de vous montrer, c'est ce qui se cache derrière le BLE. Quelques outils pour vous aider à l'appréhender dans vos développements. Et puis du coup, pas mal de démos ensuite. Donc moi, je suis Fabien Grenier, je suis cofondateur et responsable de la division cloud et mobile chez Ayrton. Et j'accompagne aujourd'hui Alexis Duc, qui est développeur chez nous, donc qui va du microcontrôleur jusqu'aux IHM web et mobile. Donc vous voyez, il traverse pas mal de couches. Et vous allez voir que ça va être très important aujourd'hui pour faire du BLE. Donc juste un petit mot sur Ayrton pour nous resituer dans le contexte de la présentation. Donc Ayrton, on a créé la société en 2007 avec déjà l'idée en fait de mixer des compétences hardware et software pour faire des systèmes complets dans ce qui était à l'époque le M2M ou la domotique. Donc en fait, on arrive sur ce marché de l'IoT avec déjà 9 ans d'expérience dans la conception d'objets connectés intelligents. Aujourd'hui, on est une vingtaine, 3 équipes, hard, donc on fait de l'électronique, soft embarqué et soft cloud et mobile. Et on adresse ce genre de projet pour tout type de boîte, start-up ou grand compte. Et on accompagne les gens du cahier des charges jusqu'à l'industrialisation. Donc aujourd'hui, voilà, on va vous parler du BLE, des différences avec le Bluetooth qu'on dit classique, pourquoi il pose autant de difficultés, et surtout ensuite, on va vite arriver aux démos qui vont faire transpirer Alexis, il va espérer qu'elles fonctionnent. Donc, avant de commencer les démos, une brève introduction sur le protocole Bluetooth Low Energy, donc, qui a été défini depuis 2010 avec la release du Bluetooth 4.0, donc par le SIG. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, c'est un protocole qui n'était pas les bases du fondement de ce protocole ne viennent pas du Bluetooth, ça vient de Nokia, ça a commencé en 2006. C'est qu'ensuite que c'était rajouté au Bluetooth. Donc ça explique un peu que c'est quelque chose qui est complètement différent du Bluetooth standard qu'on peut connaître. En fait, ça n'a que le nom, ça n'a que Bluetooth que le nom. Et il faut bien faire attention à ne pas l'utiliser à bon escient et à ne pas le mettre à toutes les sauces comme on l'a mis là. Donc les spécificités du Bluetooth Low Energy par rapport au Bluetooth standard, donc c'était défini pour des usages à très basse consommation, pour des objets qui ont une faible autonomie, avec une faible latence. Donc on peut transférer une quantité de données limitée avec une MTU de 20 octets par paquet, par exemple. Le chip radio est très souvent off, finalement, donc on n'est pas en mode connecté. Il y a un protocole MAC qui marche sans connexion. Donc voilà. Donc pour gérer tout ça, comme il n'y a pas de connexion et le chip radio est toujours off, pratiquement toujours off. Il faut se mettre d'accord sur un certain nombre de timings pour savoir quand est-ce qu'on a vraiment besoin de se parler. Donc pour ça, il y a 4 paramètres qui sont importants. Donc le premier, le connection interval. Donc ça, une fois qu'on établit une première connexion entre le périphérique et votre smartphone, par exemple, on va se mettre d'accord sur les paquets qui vont être échangés, une sorte de heartbeat pour maintenir la connexion à un intervalle de temps régulier. Donc ça, c'est le connection interval. Ensuite, on a le supervision timeout. Donc là, c'est un timeout qui définit à partir de temps sans avoir reçu de paquet, je considère que ma connexion est perdue. Ensuite, il y a le self latency. Donc là, le périphérique a la possibilité de ne pas répondre à des demandes de connexion, au heartbeat du smartphone, un certain nombre de fois s'il n'a pas besoin de transmettre d'informations. Donc ça lui permet, par exemple, si on met une valeur à 4, ça lui permet d'éviter, s'il n'a pas de besoin de transmettre d'informations, si on ne lui demande pas d'informations, de ne pas répondre à 4 paquets tout en restant connecté côté smartphone. Et enfin, le dernier paramètre est l'advertising interval.
Donc ça, c'est quand votre périphérique Bluetooth n'est pas connecté, n'a pas été connecté par un smartphone. Il dit qu'il est là. En fait, il advertise, il envoie un paquet de broadcast. Et c'est ce timing-là qui est défini. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces paramètres-là, à part l'advertising interval qui est propre au périphérique, ils sont définis au moment de la connexion. Et en fait, ce qui se passe au moment de la connexion, c'est que le périphérique va proposer une certaine plage de valeur qu'il autorise, ou à laquelle il est compatible. Et ensuite, à partir de ça, le smartphone, c'est lui qui va décider, c'est le master, il va décider quelle valeur on prend dans la plage que le périphérique a proposée. Si le périphérique propose une plage qui n'est pas compatible, ça ne fonctionnera pas, le smartphone ne voudra pas se connecter. Donc ça, c'est le cas par exemple avec iOS qui définit des guidelines bien précises, et si on sort de ces guidelines, vous ne pourrez pas vous connecter. Android n'a pas spécifié de guidelines, il a des guidelines plus larges, et en fonction du smartphone de la marque, ça risque de poser des problèmes. Donc on verra ça tout à l'heure. Donc maintenant, Fabien, au niveau du autre vocabulaire. Donc on a deux acteurs, du coup, le smartphone dans un premier temps, qui est en même temps master et en même temps client, donc ça peut paraître bizarre. Il est master parce que c'est lui qui va diriger la connexion, initier la connexion, mais il est aussi client puisqu'il va venir interroger le périphérique. Et donc on a le périphérique qui est le deuxième acteur, qui est donc esclave, puisque c'est pas lui qui va diriger la connexion. Mais par contre, il va avoir ce qu'on appelle le profil GATT, et qui est en fait le tableau que vous avez tout à gauche, et qui en fait définit un certain nombre de services que propose le périphérique, et dans ces services, un certain nombre de propriétés qu'on va pouvoir lire ou écrire. Donc on a plusieurs façons d'interagir avec l'objet. Donc la première façon, c'est d'envoyer une requête pour demander une valeur bien précise. Donc je rappelle que le client, c'est le smartphone, et le serveur, c'est le périphérique. Donc la deuxième façon d'interagir, c'est l'écriture. Donc on a deux modes d'écriture, un mode avec confirmation et un mode sans confirmation, donc toujours dans cette idée de low power. D'accord ? Et le troisième mode de communication, c'est par notification, donc des choses dont vous avez l'habitude dans le développement mobile. Donc là, on distingue encore deux sortes. L'indication qui nécessite une confirmation de la part du smartphone, et la notification pure où le smartphone ne répond pas. Donc toujours pareil dans cette idée de low power. Donc maintenant, on va venir aux choses un peu plus sérieuses, aux problèmes. Donc je ne sais pas si vous avez déjà posté des applications Bluetooth Low Energy sur Play Store, mais le genre de commentaires qu'on rencontre est... Voilà, donc en général, les gens se plaignent des problèmes de connexion, instabilité de connexion, des problèmes lorsqu'on fait de l'appairage, des problèmes, j'ai mis à jour mon smartphone, ça ne marche plus, des problèmes, ça marche avec mon Nexus, ça ne marche pas avec mon Samsung, donc beaucoup de choses comme ça. Une raison de ce problème, qu'on n'a pas forcément avec iOS, c'est la grande diversité des modèles de smartphones. Donc vous pouvez le voir là, à gauche, vous avez chaque petit rectangle, chaque petit carré représente un smartphone. À gauche, c'est groupé par marque, donc on voit que Samsung domine. Bon, à droite, c'est vraiment par modèle de smartphone. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, c'est OpenSight qui publie une répartition des smartphones mobiles, des smartphones Android. Et on a, en 2015, on a à peu près 24 000 modèles différents, contre 18 000 en 2014. 38% pour Samsung et 70% sont compatibles BLE. Donc on voit un peu la problématique. Et on voit que la tendance, le nombre de smartphones différents a tendance à croître. Donc ça, on le voit au niveau de la stack Bluetooth Android. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on a des versions différentes au niveau des couches basses, au niveau des vendeurs spécifiques. On a des versions de l'API qui varient en fonction de la version de l'OS. Donc voilà. Donc maintenant, on va voir un peu comment quand on développe, comment on peut s'armer, comment on peut s'équiper pour résoudre au mieux les problèmes, ou comment les déceler, par exemple. Donc pour ça, la première chose, quand on n'a pas commencé à faire de code, il faut qu'on puisse comprendre comment fonctionne le périphérique. Donc il y a des applications qui sont très bien pour ça, qu'on utilise assez souvent. Donc c'est le Nordic Master Control Panel pour Android et iOS aussi également. Et puis pour iOS, il y a aussi l'application Lightblue. Donc peut-être que vous l'avez déjà utilisé, mais en tout cas, si vous ne connaissez pas, on vous les recommande. Bon, ensuite, un peu plus au niveau, un peu plus bas niveau, un peu plus au niveau hard, on a des sniffers BLE. Donc, on a deux gammes de sniffers. On a vraiment les sniffers au niveau radio, qui font pas d'analyse, qui sont un peu compliqués à prendre en main, comme l'Ubertooth. Et on a quelque chose qui est un peu plus facile à utiliser, qui est le paquet sniffer de Texas qu'on va utiliser tout à l'heure. Donc je ne m'attarde pas dessus pour l'instant.
Donc ce que nous sort le packet sniffer Texas, de Texas, c'est ce genre de channel. Ouais. Oui, vous allez devoir passer par là pour résoudre les problèmes. En général, on a besoin de faire ça. Mais on verra tout à l'heure comment ça fonctionne. Ensuite, si vous n'avez pas trop d'équipement, depuis Android 4.4, il y a BT Snoop HCI Log qui permet de loguer tout ce qui se passe au niveau de la stack des drivers bas niveau, où on voit un peu les paquets qu'on a. Donc avec Wireshark, après on peut analyser les paquets qui ont été échangés. Donc on a fait un petit script qui permet en un clic de récupérer le fichier, d'afficher avec Wireshark, et on a le dissecteur depuis Wireshark 2.0 qui fonctionne très bien pour ça. Donc maintenant, on va passer à une chose un petit peu plus sérieuse. Donc on va s'appeler aujourd'hui, on va utiliser un cardiofréquence-mètre. Donc c'est ce petit chip-là, petit périphérique BLE. Et on va faire une petite appli mobile sous forme de code à trous avec étape par étape les points à veiller. Donc les grandes étapes, je pense que vous connaissez si vous avez déjà développé des applications BLE. Donc déjà on commence, on scanne les périphériques. On se connecte au périphérique par adresse MAC. On explore les services, les caractéristiques, donc à quoi on a accès finalement. C'est le GATT qu'on a vu, que Fabien nous a présenté tout à l'heure. On essaie de sauvegarder le handle pour pouvoir le faire à chaque fois. Et ensuite, on vient vraiment lire les données, s'abonner aux notifications. Donc là, pour le cardiofréquence-mètre, ce sera des notifications. Et ensuite, on se déconnecte de la bonne manière. Proprement. Oui, proprement. Donc là, c'est parti. Donc la première chose à faire, c'est de demander les bonnes... ça va être de demander les bonnes autorisations. Donc depuis Marshmallow, le système a un peu changé. Donc qu'est-ce qui va se passer, c'est que si vous avez une application qui marchait sous Lollipop et que vous n'avez rien fait de particulier, vous allez faire un scan et vous allez voir aucun périphérique qui apparaît finalement, parce que vous n'aurez pas les autorisations de localisation qui ont été ajoutées. Donc pour ça, il faut simplement rajouter les autorisations dans le manifeste Android. Donc je vais le faire tout de suite. Pardon ? Montre les lignes que tu as ajoutées. Ouais, donc c'est ici, donc je vais les rajouter ici. Hop. Ah. On y va. Non, mais c'est parce qu'en fait, comme il a ajouté un caractère, le git checkout a été refusé, forcément. Voilà, donc là on a rajouté les permissions ici. Donc c'est les permissions de localisation, parce que comme iOS comme c'est avec iOS, pour le Bluetooth l'énergie, c'est plutôt une API de localisation qui est demandée. Donc c'est pour ça que depuis Android Marshmallow, on a besoin de faire ça. Donc la deuxième étape, ça va être vraiment de scanner les périphériques. Donc pour ça, c'est pas très compliqué. Depuis Android Lollipop, on a la possibilité de faire des filtrages. Donc si on ne fait pas de filtrage, ce qui va se passer, c'est qu'on va visualiser tous les périphériques et ceux qui ne nous intéressent pas. Donc ça, je peux vous montrer. On va lancer l'application dans l'état actuel. Il faut que tu la mettes sur l'écran. Hop. Donc là, on affiche le vrai téléphone, hein, c'est pas un ordinateur. Donc là, on a les autorisations qu'on demande parce qu'on les a rajoutées. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des tas de périphériques qui ne nous intéressent pas du tout. Alors, on a le nôtre qui est là, mais les autres, ils ne nous intéressent pas. Donc pour ça, Android Lollipop nous ajoute la possibilité de scanner les périphériques, de faire un scan des périphériques par les services qu'ils offrent. Donc là, on recherche un cardiofréquence-mètre, donc on va pouvoir dire je recherche un périphérique qui advertise un profil GATT de cardiofréquence-mètre. Juste un petit détail, merci de ne pas essayer de vous connecter au device, sinon vous faites foirer la démo. Voilà, donc là j'ai changé ma méthode de scan, donc j'ai rajouté un filtre que j'ai défini un petit peu plus haut. Toc. Est-ce que je le vois ? Voilà, il est là. Donc en fait, je définis que je rajoutais un périphérique avec un certain service. Ok, donc là, je vais rebuilder mon appli. Ouais.
Voilà, donc là, maintenant, on n'en voit plus quelqu'un. Il n'y a qu'un seul carte de fréquence-mètre dans la salle, je pense. Donc ensuite, la seconde étape, ça va être de se connecter. Donc pour ça, dans l'API, si on regarde la doc, on a quelque chose qui s'appelle l'autoconnect, qu'on peut mettre à true ou à false. On ne sait pas trop qu'est-ce que c'est. On ne sait pas trop à quoi ça sert. Et on va se rendre compte que si on le met à true, suivant le périphérique que l'on a, suivant la version d'Android que l'on a, ça ne va pas fonctionner. On va mettre, dans le meilleur des cas, on va peut-être mettre 5 à 10 secondes à se connecter, ça va marcher après. Pour d'autres, on ne va pas pouvoir se connecter du tout. Samsung, cette fonctionnalité-là, Samsung a implémenté sa propre méthode pour la faire. Il n'a pas respecté le standard. Il fait ça un petit peu à sa sauce. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est de ne pas y toucher, de le laisser à false. Ça permettra d'avoir la plus grande compatibilité possible. Donc ça, on va voir où c'est. Donc là, on l'a mis à la phase de connexion. Donc c'est ici où on a l'autoconnect qu'on a mis à false. En fait, nos fonctions should autoconnect retourne false ici. Donc ensuite, on va pouvoir se connecter. Une fois qu'on s'est connecté, on va commencer à lire les services et à commencer à envoyer à s'abonner aux notifications, à lire des registres. Donc là, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va découvrir les services du périphérique. Alors ça, la petite difficulté, la petite subtilité, c'est qu'on va rajouter un petit délai entre le moment où on s'est connecté, donc au moment où on a reçu on rentre dans la callback de connexion, on rajoute un petit délai de 60 millisecondes. Pourquoi ? Parce que ce qui peut se passer, c'est que le périphérique il va envoyer justement une demande de mise à jour des paramètres de connexion, des fameux timings qu'on a parlé tout à l'heure. Et en fonction de comment ça se passe, on peut rencontrer des problèmes de conflit et la commande ne va pas fonctionner et on va se retrouver dans un état un petit peu bizarre. La deuxième raison, c'est que si le périphérique fait une demande d'appairage, la demande d'appairage va prendre le pas sur cette commande-là, donc on n'aura pas le temps de procéder au bonding et on risque d'avoir des problèmes. Donc ça, pas grand-chose à montrer, rien de particulier. Ensuite, on va venir lire une caractéristique, lire une valeur. Donc je vais peut-être vous montrer là ce qu'on a changé. Donc là. Je crois que j'ai effacé du code. Ouais, j'ai effacé du code. Normalement c'est bon. Ok. Donc là, on a nos fonctions pour désactiver les notifications, nos fonctions pour lire les caractéristiques ici, pour faire les writes. Donc voilà, on va peut-être pouvoir vous montrer un petit peu. Je vais lancer un petit coup l'appli là. Toc. Donc là, le périphérique clignote tant qu'il n'est pas connecté. Donc là, on va s'y connecter. Et Hop, là, on est connecté. Donc on voit que tout à l'heure, si on n'avait pas eu le code de l'autoconnect à false et qu'on l'avait eu à true, en fait, on aurait mis peut-être 10 secondes avant de réussir à se connecter. Là, c'est complètement automatique et instantané. Donc c'est un bon indicateur si vous avez un problème. Si c'est pas instantané, c'est qu'il se passe quelque chose. Ok, donc maintenant, on va venir faire tout ce qu'il faut pour avoir des notifications. Alors... je vais d'abord mettre pour la déconnexion. Donc après, on a mis pour les notifications, on l'a mis. Après maintenant, on va devoir se déconnecter. Donc pareil pour l'API, pour se déconnecter, on a deux méthodes qui sont close et disconnect. Donc là, la petite subtilité, c'est que si on utilise le close, c'est pas une façon propre de fermer la connexion avec le périphérique Bluetooth. Donc du coup, on va pas rentrer dans la callback au niveau de l'application Android. Donc pour dire qu'on est déconnecté, ce qui va se passer, c'est que le développeur, on va dire je fais mon close et je me dis mon périphérique est déconnecté. Le problème, c'est qu'on n'est pas certain que le périphérique soit déconnecté. Donc on peut se retrouver dans des situations où la connexion n'a pas correctement été fermée. Et du coup, le périphérique, lui, peut continuer à envoyer des choses, bouffer sa batterie et être dans un état un peu foireux, on ne peut plus se reconnecter. Donc je vais mettre à jour. Toc. Ok, je vais builder.
l'appli. Ça marche. Voilà, donc là, on s'y connecte. Donc c'est bon. Non, là, je ne suis pas connecté là. Il fait démo. Tu peux y faire un petit Ouais, reset, c'est bon. ouais, c'est bon. Donc je triche, j'ai un bouton reset sur le périphérique au cas où. Toujours pas. Donc là, je pense qu'à force de faire des connexions, on a mis la stack Android en vrac, il n'a pas aimé. Donc là, la solution, c'est de faire un reset du Bluetooth là. Et pareil, là, si tu peux enlever la pile, du coup, Enlever la pile. ouais, enlève la pile, comme ça, on sera tranquille. Là, on a des problèmes sûrement dans les machines d'état. Avec mes gros doigts. Donc je vais relancer l'appli. T'es sûr que le reset ça suffira pas parce que... Ouais, je pense pas. Bon, on va voir. C'est bon. Toujours pas. Non, là toujours. Ah, ça y est, si, c'est on bon. dirait que c'est bon. Donc là, il est venu lire la batterie. Donc là, si on active les notifications, on va voir les notifications qui arrivent. Tada. Donc là, on les désactive, donc ça marche bien. On se déconnecte. Donc là, normalement, il repart en advertising. Il reclignote. Ok, donc là, maintenant, on va vérifier que tout marche bien, qu'on a tout bien fait. Donc pour ça, on va utiliser le sniffer. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là, on La démarre. petite clé que vous avez vue tout à l'heure sur le slide, elle est branchée sur le PC. Là. Ouais, je vous la montrerai tout à l'heure. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez venir voir Ouais. après. Donc là, on voit tous les paquets d'advertising. Donc ce qu'on va faire là, on va se connecter. Hop là. Et là, normalement, voilà, les paquets changent. Donc là, les paquets que vous voyez, c'est les fameux paquets qu'on échange régulièrement dans le connection interval. Donc maintenant, on va venir activer les notifications. Hop. Ah, où est-ce que c'est passé? L'appli, tu cherches? Ouais, je cherche. Voilà. Donc là, on voit les paquets, les notifications qui arrivent régulièrement, qui sont là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir désactiver les notifications. Donc là, je désactive les notifications. Et là, on voit qu'il y a toujours des paquets qui arrivent. En fait, si on regarde de près, on voit que c'est des paquets de notifications. Donc là, au niveau de l'appli, on ne reçoit plus aucune info. On est toujours connecté, mais on ne reçoit plus d'infos. Mais le périphérique envoie toujours des paquets de notifications. Donc ça, on peut le voir que grâce au sniffer. Et donc là, je bouffe ma batterie. Ouais, exactement. Et ça, on ne sait pas trop si c'est le firmware qui est responsable ou si c'est le développeur Android. Donc après, on peut utiliser l'appli nordique, là qu'on a vu tout à l'heure. Bon, je ne vais pas le faire, mais on peut l'utiliser. On peut refaire la même méthode et voir finalement si le phénomène se produit. Et ce qu'on a fait, nous, c'est on s'est rendu compte que le phénomène ne se produisait pas. Donc on va regarder dans le code la petite subtilité. Et en fait, suivant les périphériques, désactiver les notifications au niveau de l'API ne suffit pas. Il faut venir faire une écriture dans le descripteur de la caractéristique à laquelle on active la notification pour la désactiver. Donc c'est ce qu'on va venir faire là. Donc je vais me déconnecter. Je vais lancer l'appli puis je vais vous montrer ce que j'ai changé tout à l'heure pendant que ça build. Toc. Donc là, en fait, notification. Ça va être dans le BLE Manager. Donc si je fais un petit cherche. Hop. Donc voilà. Donc là, on a désactivé la notification ici avec l'API. Et là, on vient faire un write dans le descripteur pour désactiver cette notification dans le descripteur. Donc là, si on recommence la méthode, donc je lance l'appli, je me connecte, je vais mettre le sniffer, je vais activer la notification.
Donc là, vous les voyez passer, normalement. Voilà. Donc là, on les reçoit régulièrement. Là, je désactive la notification. On voit le write dans le descripteur qui est passé. Et là, du coup, on ne reçoit plus du tout de notification. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment voir qu'avec le sniffer. Donc voilà, on a une belle application qui marche, où on peut se connecter, se déconnecter, recevoir, voir sa fréquence cardiaque. Voilà. Donc je vais fermer tout ça. Tu remets les slides? Ouais, je vais remettre les slides. Hop là. Faut que on a toujours la VM là. Ouais, attends, je la quitte. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Qu'est-ce qui va se passer dans les nouvelles API? Déjà, il y a le Bluetooth 4.2 qui va arriver. Donc là, ça redéfinit des petits spécifiants. On va augmenter la taille des paquets, on va pouvoir transférer plus d'informations, on va pouvoir aller plus vite, tout en maintenant les modes basse conso. On va avoir une sécurité renforcée. Plutôt que de l'AES 128 bits, on va utiliser des échanges de clés basés sur du Diffie-Hellman un peu plus évolué avec des courbes elliptiques que ce qui se fait actuellement, parce que c'est un des gros points de problème, la sécurité du Bluetooth Low Energy. Il y a la nouvelle version d'Android, on ne sait pas trop ce que ça va donner, si des bugs vont être corrigés, si des nouvelles API vont changer. Si des bugs vont être ajoutés. Ou si des bugs vont être ajoutés, comme c'est souvent le cas. On a la nouvelle API Web Bluetooth qui va nous permettre de faire des scans, d'interagir avec les périphériques Bluetooth directement avec le navigateur Chrome. Donc voilà. Donc pour finir, quelques tips pour vous aider dans vos développements. Donc on va utiliser plutôt un Nexus. Et éviter aussi de faire du bonding, de mettre du chiffrement. Là c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc vous pouvez aller voir le papier scientifique là, qui a été mis, où on peut très simplement, avec le Bluetooth qui vaut 90 €, casser toutes les clés qu'on utilise. Et ça va provoquer pas mal de problèmes au niveau de l'interface utilisateur, des instabilités de connexion plus qu'actuellement, quoi. Typiquement, l'application avec la très mauvaise note qu'on a mis un peu plus haut dans les slides, c'est l'application d'une grande marque de petit électroménager qui a voulu faire de la sécurité comme il ne faut pas le faire. Donc merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Il reste 1 minute 10 pour des questions, si vous voulez. Tu les as tous assommés. Oui. Ouais, il n'y a pas de... On est vraiment limité par la radio, là, en fait, hein, finalement. Donc la question, c'est la portée, pour ceux qui ont Ouais. entendu. Donc la portée, c'est pareil, on peut la régler au niveau de la puissance d'émission, mais en contrepartie de la consommation, quoi. Oui. Ouais. Ah, il avait le... Ouais, ils ont... tous les Raspberry supportent le Raspberry Pi, il faut juste rajouter un petit dongle USB. Par contre, là, le Raspberry Pi 3, c'est intégré directement au chip avec le Wi-Fi qui est dedans, quoi. Donc on peut... Voilà, on n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Pour avoir pratiqué un peu, il me semblait que le Bluetooth normal était un peu plus stable au niveau problématique de présentation. C'est que ça n'a rien à voir, c'est vraiment pas du tout le même protocole en fait. C'est complètement différent. Ouais, c'est vraiment pas fait pour les mêmes usages. Ouais. On peut espérer que le 4 il suive un peu les mêmes. On peut espérer, je pense qu'avec le Bluetooth 4... Okay. La question c'est pourquoi le Bluetooth 4 n'est pas aussi stable que le Bluetooth classique l'était. Bon, c'est surtout une histoire d'historique, une histoire aussi du driver Linux qui est en dessous. Voilà, par exemple, c'est Bluedroid, BlueZ, tout ça. Ça fait beaucoup plus longtemps que le Bluetooth existe, que c'est implémenté, que c'est débugué. Et ensuite, il y a la problématique de tous les timings qui n'existent pas avec le Bluetooth. Et ça, c'est vraiment super sensible. C'est un protocole beaucoup plus complexe en fait. Voilà, c'est ça aussi. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous.